Merci, merci cher Alexis. Très heureux d'être là autour de ce projet qui a vraiment bénéficié de beaucoup d'attention, de beaucoup d'amitié de la part de Madison Cox, de la part d'Alexis, de la part des équipes du musée qui sont formidables. On a fait l'accrochage hier et je dois dire que les équipes sont vraiment d'une qualité et extrêmement sympathiques. C'était un bonheur de travailler ici. Donc c'est un projet qui a aussi bénéficié de beaucoup d'attention et de beaucoup d'intérêt de la part du musée Saint-Laurent de Paris et notamment de Serena Boucalo qui a quitté le musée pour maintenant travailler au musée d'art moderne de la ville de Paris et grâce à qui on a trouvé beaucoup de choses assez passionnantes et beaucoup de petits trésors que je suis heureux de partager avec vous. Alors aussi un petit peu de trac à parler du sujet Yves Saint-Laurent et ses chiens dans le contexte du musée Saint-Laurent à Marrakech parce que à Marrakech, beaucoup ont vu, ont connu un certain nombre des chiens d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Bergé. Alors je tiens à préciser que le livre et l'exposition, même si on sait que Pierre Bergé, vous le verrez, a eu une place très importante dans l'histoire des chiens d'Yves Saint-Laurent, beaucoup d'entre eux ont d'ailleurs commencé par être ces chiens ou ont fini par être ces chiens, mais il n'y aura hélas pas de place pour India dont on parlait à l'instant avec Karl, pour Ficelle, la Jack Russell ou Echo, le Shiba Inu, que certains d'entre vous ont peut-être connu puisque ça a été les derniers habitants canins de ces maisons. Donc ça peut paraître un sujet très léger, comme le disait Alexis tout à l'heure. Alors moi je le revendique et je revendique un certain plaisir à cette légèreté, à faire les choses frivoles sérieusement et gaiement les choses sérieuses. C'est ce que disait Montesquieu au XVIIIe. Donc essayons de regarder avec un peu de sérieux ce sujet a priori léger ou frivole que sont les chiens d'Yves Saint-Laurent. Parce que si on s'y penche un petit peu sérieusement, on se rend compte que cette question des relations entre les chiens et les artistes, ce compagnonnage entre les chiens et les artistes, il y a une telle constance depuis tellement longtemps que ça doit bien vouloir dire quelque chose. Le chien sujet des œuvres d'art, depuis les peintures paléolithiques, on trouve dans certaines peintures, parmi les plus anciennes de grottes, notamment en Arabie Saoudite, des représentations de chiens. Et tout au long de l'histoire de l'art, rien qu'au Louvre, on a un projet en cours sur les chiens au musée du Louvre, on en a trouvé plusieurs milliers, depuis Sumer et depuis l'Égypte ancienne jusqu'au portrait du XVIIIe. À titre d'information, il y en a plus de 20 dans la salle des États, la fameuse salle de la Joconde qu'on pourrait peut-être rebaptiser salle des chiens parce qu'ils sont plus de 20 dans cette seule salle. Ce n'est pas le record, il y en a plus de 100 dans la salle des tapisseries des chasses de Maximilien. Et même chose à Orsay, même chose à l'Accademia à Venise, même chose à la National Gallery ou au Metropolitan, au point qu'un grand conservateur de musée, Serge Lemoine, qui a été longtemps patron du musée d'Orsay notamment, a un petit tuyau. Quand on va dans un musée qu'on ne connaît pas, il faut chercher les chiens dans les tableaux. En général, ce sont ces tableaux qui sont les meilleurs. Alors, j'ai expérimenté, ça marche. Peut-être que s'il avait dit les chats, ça aurait marché aussi, mais en tout cas, avec les chiens, ça fonctionne. Donc le chien sujet de l'art, mais aussi le chien compagnon des artistes. Alors, compagnon des écrivains, Alexandre Dumas et Pritchard, Malaparte et Febo, Gertrude Stein et Basquiat, Colette et Toby. Ça marche avec les peintres, Caravage et son chien Cormacchia, Picasso et le teckel Lump et bien d'autres, Andy Warhol et son teckel Archie, David Hockney avec Stanley et Bodji. Donc ça marche, cette histoire de compagnonnage, jusqu'à Wagner, puisque ça marche aussi pour les musiciens. Et Wagner prétendait que son chien Peps l'avait aidé à composer Lohengrin, et c'était avec les regards, les mimiques et même le rythme de la respiration de Peps qu'il avait trouvé un certain nombre de sujets d'inspiration pour
pour Lohengrin. Jusqu'à Maria Callas, mais on en reparlera tout à l'heure de Maria Callas, puisqu'elle a une place tout à fait particulière ici, dans l'univers de Pierre Bergé et Yves Saint-Laurent, qui lui vouaient le culte qu'on sait. Donc ça marche pour tous les artistes, et ça marche bien entendu aussi pour la mode. Ici, Christian Dior, ici, Elsa Schiaparelli, ici, Coco Chanel, mais ça marche aussi avec Doucet, ça marche aussi avec Givenchy. Hubert de Givenchy, par exemple, avait commandé à Diego Giacometti les sculptures d'hommage aux chiens, à ses chiens, pour les tombes de ses chiens dans le petit cimetière qu'il avait installé au château du Jonchet. Valentino et ses carlins, Alaya, Asdin Alaya et ses chiens. Alors, il avait soit des tout petits, des sortes de pékinois ou de Lhasa Apsos, et des très gros, des dogs du Tibet. Et aujourd'hui, la jeune génération, Tom Brown, Marc Jacobs, Eddie Slimane, Tom Ford, Nicolas Ghesquière, Jacques Mus, tous ont des chiens, se montrent avec des chiens, vivent avec des chiens. La petite collection, donc Amigos Forever, qu'évoquait Alexis, dans laquelle prend place ce petit livre sur Saint-Laurent et ses chiens, veut explorer justement la relation des artistes avec les chiens de leur vie et de leur œuvre. La question, c'est qu'est-ce que ça dit d'eux, qu'est-ce que ça dit de leur personnalité, qu'est-ce que ça dit de leur œuvre. On essaye d'explorer un petit peu tout ça. Donc le premier livre, c'était Picasso, évidemment, hein, la figure absolue de l'artiste moderne, c'est Picasso. Et puis, avec la même évidence que Picasso, le deuxième livre de la collection, c'était Yves Saint-Laurent. Alors Yves Saint-Laurent, parce que c'est le plus grand, bien sûr, hein, dans le domaine de la mode, mais aussi parce que c'est celui qui a été le premier des grands couturiers, des grands créateurs de mode, à faire de sa vie, de sa culture, de sa pensée, de tout son être, pourrait-on dire, un élément à part entière de son œuvre. L'œuvre de Saint-Laurent, ce sont ses vêtements, bien sûr, mais son image aux différents âges de sa vie, son corps jusqu'à la nudité dans la publicité pour le parfum, ses lieux de vie, la rue de Babylone, le Maroc, évidemment, les différentes maisons de Marrakech, ça fait partie de son œuvre. Sa passion pour Proust ou pour Callas, ça fait partie de son œuvre. Son goût à certains moments de la fête et de la régression, ça en fait partie. Son amour avec Pierre Bergé, évidemment. Leur fabuleuse collection aussi. Sa mélancolie profonde aussi. Tout ça fait partie de l'héritage Saint-Laurent, de l'œuvre Saint-Laurent. Et parmi tout ça, il y a les chiens. L'image de Moujik, hein, le bulldog français, donc l'image de Moujik est devenue extrêmement célèbre, plus encore que le Moujik, le fait qu'il soit immuable et qu'à 4 reprises, le même chien, la même couleur, le même nom, Moujik. Et le philosophe Marc Alizard disait que, en fait, Moujik, c'est comme si ça avait été une sorte de chien unique, de chien générique, dont la forme inchangée aurait reçu la transmigration des âmes multiples des différents chiens successifs. C'est l'interprétation de Marc Alizard. Mais bien avant Moujik, eh bien, ça remonte jusqu'à l'enfance, avec cette photo de la fin des années 40 de la famille Saint-Laurent. On voit Lucienne avec un petit chien sur les genoux. Derrière elle, le jeune Yves, préadolescent. Et il y a une interview dans l'Écho d'Oran de 1957 où il dit « J'aime les affreux qui sont très gentils, les chiens abandonnés. Je les recueille, mais ils sont toujours tellement vieux qu'on n'a pas le temps d'en profiter. » Alors c'est charmant, on voit tout ce côté absolument touchant. On peut imaginer que c'est touchant, mais qu'il y a aussi une référence. Chez Yves Saint-Laurent, il y a presque toujours une référence. Et on peut penser à la référence à Baudelaire, il y a toujours eu Baudelaire dans la chambre d'Yves Saint-Laurent, avec le poème en prose de Baudelaire qui disait « Les pauvres chiens, les chiens crottés, ceux-là que chacun écarte comme pestiférés et pouilleux, excepté le poète qui les regarde d'un œil fraternel. » Donc déjà, même lorsqu'en 1957, Saint-Laurent répond à cette interview et raconte sa passion pour les vieux chiens, il y a évidemment une part totale de sincérité et extrêmement touchante, mais on voit déjà quelque chose qui le rapproche de Baudelaire, dans cette fraternité des proscrits, hein, le poète, l'artiste, et
surtout cette haine de la bourgeoisie. On se souvient que dans le fameux questionnaire de Proust de 68, quand on demandait à Saint-Laurent ce qu'il détestait le plus au monde, les bourgeoises, il les haïssait. Et donc, déjà, on voit dans ce rapport et ce goût des chiens un peu bâtards, des chiens un peu réprouvés, cette forme de distance d'avec la bourgeoisie. Et puis ensuite, il arrive à Paris, il arrive chez Dior, et dans son bureau, c'est en tout cas ce que disent plusieurs de ses biographes, il y a la photo d'une petite chienne qui s'appelle Zouzou. Et il donne le nom d'un des tailleurs qu'il fait pour cette collection, pour une collection de 57, le nom de Zouzou. Il donnera à d'autres chiens, à d'autres vêtements, à d'autres tailleurs notamment, le nom de ces chiens, notamment une certaine Bribri, dont on remarque que Bribri, c'est presque le nom de sa sœur. Donc là aussi, il y a des choses presque un peu Brigitte, presque des choses un peu freudiennes qui peuvent se passer dans les noms, la manière dont il nomme les chiens, mais je reviendrai à cette question. Et Bobby. Et il faut savoir que Christian Dior lui-même, pendant 8 saisons, le tailleur qu'il préférait de sa collection, il l'appelait Bobby. Il y a eu 8 saisons de tailleur Bobby, qui était le nom du chien de Christian Dior, celui qu'on a vu tout à l'heure, et qui était le signe que c'était son tailleur préféré, comme le cœur que Saint-Laurent placera sur les vêtements qu'il préférait. Autre chose, toujours dans la vie, l'enfance, lorsque la mère et les sœurs d'Yves Saint-Laurent quittent l'Algérie, il raconte dans l'interview avec Yvonne Baby « J'ai l'image poignante de ma mère et de mes sœurs à Paris, dans une minuscule pièce que j'avais louée pour elles, et où elles viennent d'arriver. » avec leur chien. Donc le chien est là absolument, absolument tout le temps. Et puis, dans les années 60, les choses deviennent un peu plus attestées, un peu plus solides, avec notamment certains chiens. Alors, je n'ai pas réussi réellement à déterminer ce que c'est un pinscher, un Doberman pinscher, en tout cas, ce chien qui s'appelait Frika, et qu'on voit ici. La photo est intéressante parce que on voit donc, c'est dans l'appartement de la place Vauban, dans le 7e, on voit Yves Saint-Laurent avec Frika, et au-dessus, on voit le tableau. Ce tableau, c'est le baron de Mauvière, donc ancêtre d'Yves Saint-Laurent, dont on dit que c'est lui qui aurait célébré le mariage de Napoléon et de Joséphine, baron de Mauvière, avec son chien. Tableau qui a beaucoup compté pour Saint-Laurent et Pierre Bergé, puisqu'il les a suivis dans les appartements et très longtemps dans les bureaux de l'avenue Marceau. Donc ça devient plus attesté, puisque c'est le moment où on commence à connaître les noms des chiens, on retrouve jusqu'aux fiches de la centrale canine des premiers chihuahuas de Pierre Bergé avec l'empreinte de leur truffe. Chihuahua, puisque évidemment, lorsqu'on parle chien d'Yves Saint-Laurent, on pense à Moujik, on pense aux bulldogs français, mais avant les bulldogs français, il y a eu les chihuahuas et il y a eu notamment les Hazel. Alors qui est Hazel? Ou plutôt qui sont Hazel, parce qu'il y en a eu plusieurs. On ne sait pas s'il y en a eu 2 ou 3. C'est très compliqué parce que plusieurs de ces chihuahuas, Saint-Laurent et Bergé les ont appelés Hazel, mais ils ne s'appelaient pas Hazel. C'est-à-dire qu'ils les renommaient lorsqu'ils les adoptaient. Donc là encore, dans les fiches de la centrale canine ou autres, on a du mal à les identifier. Toujours est-il que les premiers chihuahuas ne sont pas à Saint-Laurent d'abord, mais à Pierre Bergé, à la fin des années 50, quand il habite dans l'île Saint-Louis. Et c'est donc Pierre Bergé qui va faire découvrir à Yves Saint-Laurent les chihuahuas et Hazel. Alors, dans les années 60-70, Hazel est là partout, au studio, c'est une photo de Martine Franck, au studio avec Madame Ida, qui était la première d'atelier. On est dans ce moment du début des années 60, qui est à peu près le moment de la collection Pop et de la collection Wesselmann. J'y reviendrai parce qu'il y a dans le nom de Hazel et le choix des chihuahuas quelque chose qui parle à cette idée de la culture pop américaine. On voit Hazel, là aussi, dans la photo extrêmement célèbre de la rue Babylone. La voilà à Marrakech avec Talita Getty. Donc, ces Hazel vont accompagner Yves Saint-Laurent jusqu'à l'arrivée des Moujik, des premiers Moujik, qui, eux aussi, avant d'être le chien d'Yves Saint-Laurent, était le chien de Pierre Bergé. Donc on voit comment
pour les chihuahuas comme pour les bulldogs français, ça va être d'abord les chiens de berger. C'est lui qui va être le prescripteur d'une certaine manière et Yves Saint-Laurent va s'en emparer. Un tout petit mot sur le chihuahua à l'époque. À l'époque, dans les années 60, c'est le chien de l'avant-garde et du glamour. À la fois de l'avant-garde, c'était le chien de Gertrude Stein, et du glamour, c'était le chien de Marlène Dietrich, c'était le chien de Jane Mansfield. Donc du côté du chihuahua, il y a des références à la fois très avant-garde, mais aussi un peu kitsch, un mélange d'intellectualisme et de culture populaire, de pop culture des années 60-70. Et donc ce moment de la pop culture américaine, Hazel, le nom vient d'un personnage de bande dessinée américain des années 40 qui était un feuilleton américain très connu à l'époque. Donc l'avant-garde, Gertrude Stein, et la culture populaire, même la culture un peu kitsch. Et on est là au cœur d'un élément esthétique, je pense, très important de l'univers d'Yves Saint-Laurent, c'est-à-dire dans sa création, mais aussi dans son univers mondain, son univers amical, qui est cette culture de ce qu'on appelle le camp, donc ce mélange à la fois d'ironie, d'exigence d'avant-garde et en même temps de goût pour le kitsch et pour l'humour. Un dernier mot sur Hazel. Beaucoup se souviennent de l'agressivité de Hazel, et on prétend même qu'un jour, c'était pour Saint-Laurent, je pense, le comble du sacrilège, elle aurait même essayé de mordre Maria Callas. Donc un vrai personnage, mais qui va être comme effacé par l'arrivée de Moujik et par la mémoire de Moujik, qui arrive donc au tournant de 75-76, et on voit d'abord, ça c'est une série de photos du même jour, hein. On voit bien que Moujik monte la garde dans le bureau de Pierre Berger, et que le chien que Yves Saint-Laurent a dans les bras, c'est Hazel. Donc c'est simplement après que Yves Saint-Laurent va tomber amoureux, on peut dire, de Moujik. Alors pourquoi Moujik ? Alors, la race des bulldogs français avait été très à la mode à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e. C'était là aussi un chien un peu sulfureux, un peu d'avant-garde. C'était le chien de René Vivien, de Nathalie Barnet, donc toutes ces poétesses un peu lesbiennes de l'époque, des garçons, toute cette avant-garde des garçons. C'était aussi le chien, il y a une grande vogue russe. Les Russes étaient fous du bulldog français. La grande duchesse Tatiana, quand elle est partie en exil, elle est partie avec son bulldog français. Diaghilev, autre grande référence pour l'univers Berger-Saint-Laurent. Diaghilev avait un bulldog. Il y a même un petit dessin de Larionov où on voit Diaghilev avec un petit bulldog dans ses bras. Et puis Maïakovski. Le poète d'avant-garde russe, Maïakovski, qui avait des bulldogs, et notamment ce bulldog qui s'appelait Bulka, et qui va être le déclencheur du mot moujik, puisqu'on est donc en 75-76. 76, c'est l'année de la collection russe, hein, la fameuse collection russe de Saint-Laurent. En 75, c'est l'année de la grande exposition Maïakovski au CNAC, qui est ce qui va devenir le Centre Pompidou. Et Pierre Berger s'est lié d'amitié avec Lily Brick, qui était la veuve du poète Maïakovski, et la sœur de Lily Brick, qui était Elsa Triolet, la femme de Louis Aragon. Eh bien, ils se fréquentent. Saint-Laurent et Pierre Berger fréquentent les deux sœurs. Saint-Laurent offre à Lily Brick une robe pour ses 85 ans, et c'est Lily Brick qui dit « Le petit chien s'appellera Moujik ». Donc, dans le mot Moujik, il y a toute cette référence à la littérature russe, à l'avant-garde russe de Maïakovski, mais aussi à un des plus célèbres livres de la littérature russe du 19e de Tourgueniev, avec l'histoire du Moujik Gerasim et de son chien Moumou, qui est une des histoires les plus émouvantes de la littérature russe. Donc on voit qu'après les Chihuahua Hazel, vraiment toute la culture pop américaine, on arrive avec les bulldogs français qui s'appelle Moujik dans la culture de la vieille Europe, et cette culture beaucoup plus presque le moment où Saint-Laurent va prendre conscience de la nécessité de peut-être se muséifier d'une certaine manière. Alors, un tout petit détail, Yves Saint-Laurent écrit en 87 un petit texte dans lequel il dit « Moujik a été baptisé par Lily Brick », c'est ce que je vous racontais, qui vécut avec Maïakovski et eut sur le poète russe une influence considérable. Depuis, Lily est morte, mais Moujik est là, bien vivant. Or, on est en 87,
Et en 87, le premier moujik, celui qui a été baptisé par Lily Brick, il est mort depuis plusieurs années, depuis près de 10 ans, puisqu'il est mort piqué par un scorpion à Dar es Saada. Celui qui est bien vivant, Moujik est là bien vivant, c'est plus le même, c'est Moujik 2, qui est né en 1979 et vivra jusqu'en 1991. Alors ça m'amène à la question suivante, comment reconnaître les moujiks et les dater? Alors c'est intéressant parce que c'est un sujet d'histoire de l'art. Vous savez, dans l'histoire de l'art, moi je viens plutôt du monde de l'art et du monde de l'art contemporain, mais en histoire de l'art, les actes premiers de l'historien d'art, c'est reconnaître, attribuer et dater. Et donc, on peut, avec les moujiks d'Yves Saint-Laurent, faire un travail d'attribution, les reconnaître les uns les autres, et de datation. Et donc, pour y voir plus clair dans la chronologie, on avait fait avec Serena Bucalo, la responsable des collections du musée Saint-Laurent à Paris, et Annalisa Paggetti, la graphiste qui a mis en page le petit livre que nous avons réalisé sur Saint-Laurent et ses chiens, un petit exercice de redessiner les moujiks pour les identifier par rapport à leurs tâches. Voilà Moujik 1. On le reconnaît, à sa tache blanche sur l'oreille noire droite, la grande tache noire à l'ovale, etc., etc. Et le voilà. Et donc là, le voilà. On voit très bien, vous voyez, côté droit, côté gauche. Et le voilà dans le bureau du studio avec Pierre Berger et Saint-Laurent. On ne sait pas trop ce qu'ils sont en train de regarder. Peut-être qu'ils sont en train de regarder les plans de Château Gabriel, la maison de Deauville. Donc c'est Moujik 1. Puis là, voilà Moujik 2. Moujik 2, donc oreille entièrement noire, museau légèrement asymétrique, plus blanc à droite qu'à gauche, tache noire très bien dessinée, etc., etc. Ce qui nous permet de le reconnaître et de dater. Donc les premières photos attestées de Moujik 2 sont de 78-79 et les dernières de 91. Donc voilà maintenant attribution et datation. L'un des objectifs en faisant ce livre, c'était qu'on ne puisse plus avoir une photo qui soit illustrée Yves Saint-Laurent et son chien Moujik. Qu'on dise Yves Saint-Laurent et Moujik 2, 1978-1991. C'est donc l'objectif de ce petit travail. Donc le voilà. Alors voilà la première photo de Moujik 2. Donc on voit, il y avait une sorte de coutume, parce que Moujik 3 va y passer aussi. Avant les collections, le personnel de l'atelier s'amusait à créer des petites robes pour les chiens. Donc voilà Moujik 2, la première photo officielle de Moujik 2 au studio. Voilà la fameuse photo de Horst ici à Majorelle. Le voilà qui défile avec Mounia en 79. Et c'est l'une des rares images. Alors, Alicia Drake prétend qu'un moujik aurait aussi défilé pour la collection Broadway Melody, mais j'en ai pas trouvé de photo, donc je ne vous le montre pas. En tout cas, voilà, attesté, Moujik 2 avec Mounia défilé en 1979. Ces moujiks qu'on va retrouver sur des croquis d'une blouse, toujours Moujik 2. Ces moujiks qui inspirent là aussi des dessins, des collages à Yves Saint-Laurent. Et puis bien sûr, ces Moujik 2 qui est peint par Andy Warhol en 86 et dont Yves Saint-Laurent utilisera l'image en 91. Donc lorsque Yves Saint-Laurent fait son premier Love, il y aura 3 moujiks qui auront des Love, Moujik 2 est le premier. C'est en 91, donc presque au moment de la mort du chien, avec une photo de 86 de Warhol. Voilà, le voilà. Moujik 3, c'est le plus facile à reconnaître parce qu'il est moucheté. Il a toutes ces petites taches mouchetées. Le voilà au studio en 92. En 98, pendant la préparation du fameux défilé du Stade de France et de la Coupe du Monde. Alors, Moujik 2, c'est celui qui a été le plus photographié par tous les grands photographes, Alice Springs, Bettina Reims, Martine Franck, etc. Moujik 3, c'est celui qui aura été le plus filmé, et notamment... J'adore cette photo qui est magnifique, qui est un photogramme du film de David Teboul qui avait été fait sur la préparation du dernier défilé d'Yves Saint-Laurent. Et Moujik 3 a lui aussi
son love. Mais vous avez vu que le premier, enfin Moujik 2, le premier love, c'était un chien glamour, un chien warholien, un chien pareil de toute l'aura d'une œuvre d'art. Là, c'est plus du tout ça, hein. Là, c'est un chien âgé, vieillissant, plus ou moins bien détouré. Et c'est lui qui accompagne Yves Saint-Laurent dans ce moment, on va dire, du vieillissement ou de l'arrivée de l'âge dans la vie. Et on ne peut que penser à une phrase de Kafka, hein, Kafka qui avait écrit, qui a écrit plusieurs livres, notamment le seul livre de Kafka écrit à la première personne. C'était un livre qui s'appelle « Les recherches d'un chien », dans lequel c'est un chien qui parle à la première personne. Et Kafka a cette phrase dans le vieux célibataire, il dit « Voilà qu'un jour, au fond des yeux du chien, votre propre vieillesse vous regarde. » Et dans les images très émouvantes, vous verrez, dans lesquelles on voit le vieillissement d'Yves Saint-Laurent avec celui de Moujik 3, cette idée comme ça de Saint-Laurent voyant dans les yeux de son chien qu'il regarde sa propre vieillesse, c'est, je crois, quelque chose de très fort. Mais bon, on ne va pas rester sur cette touche nostalgique, puisque voilà Moujik 4, le dernier, et il a son love aussi. Et alors là, il est juvénile, il est enrubanné, il est vraiment charmant. Et il aura lui aussi son portrait, plus par Andy Warhol, mais par David Hockney. Il va rester jusqu'au dernier jour d'Yves Saint-Laurent et il va lui survivre, hein, puisqu'il vivra jusqu'en mars 2016, hein, donc il va lui survivre pendant presque 8 ans, enfin plus de 7 ans. Je terminerai sur une des... Ah oui, au moment de la fameuse vente du siècle, vous savez, la vente de la collection, c'est la photo de Moujik qui avait servi pour le pass VIP, qui permettait aux grands collectionneurs d'accéder, et Pierre-Emmanuel Martin-Vivier, qui est vice-président de Christie's Paris, pourra, je pense, nous confirmer l'anecdote. En tout cas, les VIP, les grands collectionneurs, c'était c'était Moujik qui leur servait de sésame. Et voilà, Moujik est là pendant le moment où les œuvres vont quitter la rue de Babylone. Il est là, ce sont des photos de Luc Castel que je trouve particulièrement émouvantes. On voit le moment où l'appartement se vide et le petit Moujik, alone in Babylone, avec l'oiseau sénoufo qui nous accueille maintenant au musée Saint-Laurent. C'est la dernière image de ce petit PowerPoint. Alors, je termine en 2 minutes pour essayer de répondre à la question que je posais tout à l'heure, et ce n'était pas simplement par coquetterie, pour, au-delà de ces histoires et de ces anecdotes, que nous disent les chiens d'Yves Saint-Laurent. Alors, je ne sais pas, mais j'ai quelques idées et je voudrais évoquer 3 mots clés, peut-être, qui, selon moi, disent quelque chose de l'importance des chiens dans la pensée, la culture et, d'une certaine manière, l'œuvre, même si l'œuvre, c'est presque toujours de manière indirecte d'Yves Saint-Laurent. Le premier, c'est la question du désordre. J'ai déjà évoqué tout à l'heure cette idée du rejet des conventions et de la bourgeoisie, ce goût des bêtises qui, notamment, va beaucoup marquer sa relation avec Betty Catrou. On sait qu'il y avait, je crois, je ne sais plus quelle est la biographe qui raconte que très vite, il y avait le clan des adultes qui était celui de Pierre Berger, et le clan des enfants autour de Betty et d'Yves Saint-Laurent. Donc ce goût de l'enfance. Et c'est, je crois, quelque chose de très important qui explique, au-delà d'Yves Saint-Laurent, pourquoi les chiens sont si importants chez les couturiers. Parce que c'est comme l'irruption du désordre dans cet univers qui est marqué par l'ordre, qui est marqué par le contrôle. Le monde de la mode, c'est celui de l'hyper-contrôle, celui de l'hyper-validation à chaque instant. C'est l'obsession de la perfection. Eh bien, le chien vient apporter cette manière d'échapper à cette tyrannie de la perfection et à cette obsession du contrôle et de l'ordre. C'est l'incontrôlable par excellence. Le deuxième mot, c'est l'indulgence. On sait que dans le fameux questionnaire de Proust que j'évoquais tout à l'heure, celui de Dim Dam Dum en 68, la question du questionnaire de Proust, c'est quelle est votre qualité préférée chez l'homme? Et Yves Saint-Laurent répond l'indulgence. Et chez la femme, il répond la même chose. Je pense que cette idée de l'absence de jugement, cette idée de l'indulgence, est là aussi dans cet univers qui ne pardonne rien à personne,
enfin, à commencer par, je pense, Yves Saint-Laurent lui-même, qui ne pardonnait pas grand-chose, enfin, qui en tout cas était capable, je pense, d'une grande dureté dans certains cas, eh bien, le chien ne juge pas, absence de jugement réciproque, indulgence dans un sens. Le chien est peut-être le seul regard familier qui ne porte sur Yves Saint-Laurent aucun jugement, puis indulgence dans l'autre sens, puisque tous les témoins rapportent que les chiens faisaient absolument n'importe quoi, mangeaient n'importe quoi, faisaient absolument dans un chaos total. On a vu quelques images dans lesquelles, dans le studio, qui est quand même cet univers du rituel absolu, on voit des bouteilles de plastique qui traînent dans tous les sens et qui ont été dévorées. Et puis le troisième mot sur lequel je voudrais terminer, c'est le mot mélancolie. Je voudrais citer une phrase de Colette. Vous savez que Colette a eu plusieurs bulldogs, ça a été la grande amie des bulldogs, hein, l'écrivain Colette. Et d'ailleurs, Colette disait je veux un bulldog. Non, pas un chien, je veux un bulldog. C'est-à-dire qu'elle faisait une petite distinction entre les deux. Et Colette écrivait des bulldogs. Ce sont de petits monstres trop intelligents, nerveux et jaloux, fragiles comme des oiseaux des îles. Là, il y a peut-être des mots qui ont un peu résonné dans nos oreilles, notamment ce mot du fameux discours d'adieu du 7 janvier 2002, quand Saint-Laurent dit adieu à la mode et annonce qu'il va faire son dernier défilé. Et il dit « Marcel Proust m'avait appris que la magnifique et lamentable famille des nerveux est le ciel de la terre. J'ai, sans le savoir, fait partie de cette famille. » Et c'est étonnant comment, parlant de ces chiens et parlant de son destin hypersensible et mélancolique, ils emploient l'un et l'autre ce mot des nerveux. Plus que nerveux, je parlerai de la mélancolie et en installant, parce qu'il y a dans la petite exposition que je vous invite à aller voir, quelques images qui ne sont pas dans le livre parce qu'on les a trouvées après la fin du livre, au moment où les bureaux du musée Saint-Laurent à Paris ont déménagé pour préparer les travaux de l'avenue Marceau. Les équipes de conservation ont trouvé des nouvelles images, donc Virginie, donc j'espère qu'on pourra les inclure dans la réédition du livre. Et il y a une série d'images de Yves Saint-Laurent avec Hazel à Marrakech en 1980. Il y a 4 images, et vous les verrez, elles sont sur le mur, puisqu'il y a un mur plus dédié à Paris au travail et un mur plus dédié à Marrakech, une sorte d'expression absolue de la mélancolie. Pourtant, on est au début des années 80, pourtant on est dans le moment plutôt de la fête, des excès, pourtant on est à Marrakech, et cette série d'images de Saint-Laurent avec son chihuahua sont empreintes d'une mélancolie absolue. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire maintenant, mais je voudrais qu'on se quitte avec un petit peu de musique, puisque, vous le savez, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger vouaient un culte immense à Maria Callas. Alors, je sais aussi que l'auditorium dans lequel on se trouve est, tout au long de la saison, le site d'une activité lyrique très importante et assez merveilleuse. Et donc, je voudrais qu'on termine avec une petite minute de Maria Callas qui va chanter, mais pas seule. You might even react to them. I think you better answer them. I'm afraid I'll have to give her over. Come. Oh, no. Voilà, je crois qu'on va... Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à avoir une position.
Merci beaucoup Martin, j'avais promis, c'est léger.